Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève donc aura été marquée par deux gros événements. Le premier, c'est la publication des chiffres d'inflation aux États-Unis qui ont désagréablement surpris, on va expliquer pourquoi. Deuxième événement, c'était la réunion de la Banque Centrale Européenne avec un message d'indépendance de la BCE par rapport à la Fed qui a été véhiculé par Christine Lagarde, on va en reparler. Il y avait quelques éléments quand même qui montrent que ce n'était pas non plus un message totalement accommodant de la part de la Banque Centrale Européenne et de sa présidente. Mais on va d'abord commencer, on le disait, par le sujet principal de la semaine qui a été les chiffres d'inflation US. Il y a eu deux chiffres, quatre chiffres pour être précis. Mais ce qu'on regarde de plus, ce sont les chiffres d'inflation sous-jacente, qu'on appelle l'inflation core CPI. Et là, mauvaise surprise, il n'y a pas eu de progrès par rapport au mois précédent. 3,8% en mars, même rythme qu'au mois de février. Et sachant que sur cette inflation sous-jacente, qui est donc une inflation aussi surveillée par la Fed, la plus surveillée, c'est l'inflation PCE, ça on le sait. Mais l'autre mesure d'inflation, qui est l'inflation CPI, eh bien, est une autre mesure de l'inflation aux États-Unis. Et on regarde là aussi la partie sous-jacente, parce qu'elle concerne plus principalement les services. Et on sait que l'économie américaine est une économie de services à plus de 80%. Donc, c'est un repère important. Et ce que nous montre s'agit d'inflation, eh bien, c'est que depuis maintenant le mois d'octobre, on évolue dans une zone qui montre très peu de progrès. On est passé en l'espace de 6 mois, 7 mois, seulement de 4% d'inflation à 3,8% d'inflation. Ce sont des progrès littéralement anémiques sur le front de l'inflation sous-jacente. Et ce que les chiffres d'inflation globales ont montré également, eh bien c'est un rebond. On s'attendait à un rebond. On était à 3,2% le mois précédent, le consensus tablait sur un 3,4% pour le mois de mars, et on a eu 3,5%. C'est-à-dire au-dessus du consensus, le rebond est confirmé, et en plus c'est un rebond qui est plus important que le consensus. Donc ça c'est un problème pour la Banque centrale américaine parce que ça montre ce qu'on voit et ce qu'on décrit depuis des mois dans ce podcast, à savoir que l'inflation est résiliente. Non pas qu'elle menace de repartir fortement, mais qu'elle est suffisamment résiliente pour empêcher la Fed d'aller plus loin sur la question du raisonnement des baisses de taux, même si elles vont arriver, ces baisses de taux. Pour l'instant, il n'y a pas encore tout le set de data, le set de données, que ce soit sur le front de l'emploi ou sur le front de l'inflation, pour ouvrir la porte à une ou plusieurs baisses de taux de la Banque centrale américaine. Et il y a également une autre mesure que l'on surveille et que la Fed surveille également, c'est ce qu'on appelle l'inflation supercore. L'inflation supercore, c'est quoi? C'est l'inflation dans les services dans lesquels on enlève la partie des logements. On sait que la partie logement contribue pour beaucoup à l'inflation. Eh bien, quand on enlève cette inflation, on se rend compte de quoi? Mais on se rend compte qu'elle est toujours à 4, qu'elle est actuellement à 4,7%, cette inflation, presque 4,8% même au niveau de l'inflation supercore, quand l'objectif c'est 2 donc. Donc c'est très très largement supérieur à l'objectif et on voit qu'il y a une réaccélération de l'inflation dans les transports notamment et également dans la partie des soins médicaux. Et donc vous voyez, ce sont des chiffres qui font que la Fed n'a pas de prise pour l'instant pour accentuer son discours de réflexion sur les premières baisses de taux. Et si vous vous souvenez, il y a quelques jours, on avait parlé de ça d'ailleurs, c'était dans le dernier podcast d'ailleurs, de ces nombreux discours de membres de la Fed, aussi bien des colombes que des faucons, donc pas seulement des membres de la Fed toujours agressifs et qui ne veulent pas trop de politique accommodante. On a aussi eu des colombes qui, la semaine dernière, avaient exprimé de manière assez vocale, de manière assez audible, eh bien que si l'inflation continue de stagner, eh bien la question des baisses de taux en 2024 pourrait être à l'étude, en fait, tout simplement, signifiant qu'il pourrait ne pas y avoir de baisse de taux du tout en 2024 si on continue d'avoir une inflation qui stagne comme elle le fait, donc qui n'évolue pas dans le bon sens comme elle le fait actuellement. Et même Jérôme Powell, lors de ses dernières interventions, va expliquer qu'il aimerait voir plus de données comme celle de 2023. Et c'est vrai que si on regarde une courbe d'inflation sous-jacente, notamment toute l'année 2023, il y avait des progrès, des paliers très importants à la baisse qui étaient franchis. Alors que là, effectivement, ce qu'on vient de décrire, c'est que depuis plusieurs mois, eh bien, on a une inflation qui est plutôt collante, plutôt stagnante. Et qui forme presque une espèce de palier en fait, entre duquel on n'arrive pas à passer. Et vous voyez tous ces speakers de la Fed, donc ces membres de la Fed qui s'est exprimés la semaine dernière, et un petit peu encore cette semaine, eh bien c'était une façon de nous signifier qu'ils avaient les chiffres en avance. Parce qu'on se souvient qu'il y avait eu un gros rapport sur l'emploi la semaine dernière, juste après qu'ils aient commencé à parler, donc c'était déjà un premier signe qu'ils savaient que l'emploi serait solide, et aussi probablement, et on en a eu la confirmation cette semaine, que les chiffres d'inflation ne seraient pas bons. Alors, ils ne sont pas encore une fois catastrophiques. L'idée n'est pas de dire, mon Dieu, l'inflation repart, c'est la catastrophe. C'est de
la Fed est data dépendante. La Fed dépend des données économiques dans sa politique monétaire. Et ces données économiques, notamment celles qui concernent ces deux mandats, l'emploi et l'inflation, l'emploi montre qu'il est toujours très résilient. Preuve en est encore cette semaine la faiblesse des inscriptions hebdomadaires au chômage. Preuve en est le dernier rapport sur l'emploi. Donc il n'y a pas d'affaiblissement structurel du marché de l'emploi, donc pas de raison pour la Fed de ce côté-là de s'inquiéter pour l'instant en tout cas. Et sur le front de l'inflation, le deuxième mandat de la Fed, eh bien, on voit que les progrès sont anémiques. Donc pour l'instant, eh bien, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? Et c'est le marché qui conclut lui-même. Le marché, notamment ce qu'on appelle les futurs sur les Fed Funds, c'est-à-dire les futurs d'anticipation, les produits financiers qui permettent d'anticiper les taux de la Fed, la fourchette de taux de la Fed, eh bien, désormais ne price plus que 2 baisses de taux cette année. Il est bon de rappeler que fin décembre, on priçait 6 à 7 baisses de taux pour 2024. Vous vous rendez compte le chemin parcouru? En quelques mois, en un gros trimestre, en gros, on est passé de plus de 6 baisses de taux anticipées pour cette année à seulement 2 baisses de taux. C'est spectaculaire. Et la conséquence, on la voit sur le marché obligataire. Le taux 10 ans américain, il était en décembre dernier retombé à 3,8%. Il est monté cette semaine à 4,6%, quasiment 4,59%. C'est absolument énorme comme mouvement. En gros, le taux 10 ans américain a repris 60%, quasiment 2 tiers donc, de toute sa baisse de octobre dernier à décembre. Signe qu'effectivement, les données, la résilience des données de prix et la résilience de l'emploi n'ouvrent pas pour l'instant la porte aux baisses de la Fed. Et donc la question qui est toujours la même, comment se fait-il que le marché action résiste autant? Le marché action doit aussi s'ajuster à un moment donné à la réalité des alternatives, le monétaire, l'obligataire. Quand, effectivement, Jérôme Powell avait ouvert la porte aux baisses de taux en décembre dernier, ce qui s'avère être une vraie erreur de communication quand on voit désormais où on en est sur les chiffres d'inflation et le peu de progrès qui a été réalisé, et les ajustements de discours qui ont suivi d'ailleurs, le marché obligataire a très bien réagi. Il est remonté sur des niveaux en ligne avec les datas, avec les chiffres et les déclarations de la Fed. Le dollar également s'est renforcé, assez logique par rapport à l'euro. Le marché action a fait quoi? Il reste, en tout cas jusqu'à présent, il était resté assez peu nerveux. On avait cette volatilité toujours autour de 12, 13. On était monté effectivement un petit peu à 15 ces derniers jours. Et là, en cette fin de semaine, au moment où j'enregistre le podcast, il y a un peu de volatilité qui revient sur le marché. On est remonté un peu au-delà de 18 sur la volatilité, sur le VIX en fait, qui est l'indice de volatilité du SP500. Donc là, il est 17h30 au moment où j'enregistre ce podcast. On retrouve un petit peu de volatilité. Mais il y a quand même un constat qui est que ce marché action est quand même assez incroyable dans l'absence de crainte en fait qu'il manifeste par rapport à ces taux. L'idée, c'est pas de dire que le marché doit s'effondrer, ça n'a jamais été le propos. Simplement entre on price cette baisse de taux et on n'en price plus que 2, ça fait quand même une petite différence sur le marché action. Et sachant que le risque in fine, c'est quoi? Pourquoi on dit que le redressement des taux devrait être un frein pour le marché action? Parce que le redressement des taux obligataires du 10 ans ou autre, c'est le signe qu'on pense que l'inflation va être plus persistante et que donc les taux de la Fed vont rester sur les niveaux actuels pendant peut-être plus de mois que ce qui était anticipé précédemment. On peut dire oui, mais l'économie encaisse plutôt bien. Regardez, l'économie est résiliente. Elle est résiliente jusqu'à présent. Elle a été résiliente jusqu'à présent parce que notamment l'impulse budgétaire, toutes ces mesures budgétaires, ces énormes déficits qui courent aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant et encore récemment, ça donne une impulsion budgétaire, une impulsion économique, pardon, qui donc fait que l'économie est résiliente et que cette économie, jusqu'à présent, parce que cet impulse budgétaire a été important, a pu résister à la politique restrictive. Elle est bien restrictive, cette politique monétaire de la Fed. Parce qu'en face, il y a le coussin amortisseur du budget, qui aussi freine du coup, en quelque sorte, le combat de la Fed pour amener l'inflation à 2%. Et on voit bien que les déficits américains qui ont été absolument massifs ces dernières années ne sont pas tenables pendant encore 2-3 ans de plus. Et que donc, progressivement, cet impulse budgétaire va être réduit. Et c'est à ce moment-là que si l'inflation ne diminue pas assez rapidement et que donc que les taux de la Fed restent élevés, eh bien que l'empreinte sur l'économie va être plus importante, que le frein sur l'économie va être plus important. Et donc si le frein sur l'économie est plus important, parce que les taux restent élevés, est-ce que les marchés actions, qui sont des marchés d'anticipation, les marchés actions, le SP500 aujourd'hui, il anticipe toujours quasiment 21 fois, c'est le prix actuel, c'est les cours actuels, c'est 21 fois les bénéfices à 12 mois. Si les taux restent en l'état, il est très probable que l'économie américaine connaisse un coup de frein fort, mais ralentisse dans les mois à venir. Et donc potentiellement que la micro, donc les entreprises, soient affectées également. Donc c'est en ça en fait que le comportement des taux devrait être, selon moi, non pas un facteur de stress absolu pour les marchés actions, mais que les marchés actions devraient quand même intégrer une partie de ce risque en fait à moyen terme, 6 mois, 12 mois, que présentent des taux qui ne baisseraient pas par rapport à ce qui était anticipé il y a déjà quelques mois de cela. Et pour lesquels les investisseurs ont déjà payé, et payé relativement cher. On le voit sur les multiples de valorisation.
Donc voilà le raisonnement par rapport au marché. Autre événement de cette semaine, et donc oui, on rappelle également que les matières premières ont contribué à ce sentiment-là. On alerte un petit peu là-dessus depuis quelques podcasts. On dit attention, les matières premières rebondissent. Désormais, le rebond moyen des matières premières, c'est 9% depuis le mois d'octobre, quand on inclut tout, hein, les métaux, les matières premières agricoles et l'énergie. Et si on prend que l'énergie, le pétrole, c'est plus de 30% de rebond par rapport à décembre. Donc évidemment que c'est un sujet, et on en parlera dans quelques instants pour la Banque centrale européenne aussi, qui surveille l'évolution du pétrole. Donc ça va contribuer aussi à attendre les taux. Et puis évidemment, l'aspect géopolitique. On voit que ça s'est pas mal tendu à cette fin de semaine. Les États-Unis qui apparemment avertissent Israël qu'il y aurait une menace iranienne à court terme. Donc ça aussi, ça entretient malheureusement le stress sur les matières premières et sur l'énergie notamment, sur le pétrole, et ça entretient aussi les taux sur les niveaux actuels. Mais ce n'est pas que la géopolitique. Hein. Les taux qui sont montés sur les niveaux récents, c'était bien avant ces mises en garde là d'il y a quelques heures. Hein. C'est vraiment un processus qui est formé sur plusieurs semaines par rapport à ces composantes de prix, par rapport à ces indications de prix, à ces discours de membres de la Fed qui ont fait que les taux sont redressés. Mais simplement, si en plus vous ajoutez le facteur géopolitique là-dessus, qui est un peu l'étincelle par rapport au baril de poudre, eh bien c'est là qu'il y a effectivement un risque que l'énergie flambe d'un coup ou se retende plus fortement, et du coup, là, risque effectivement que ça, qu'il y ait une problématique d'inflation qui soit entretenue plus longtemps, si vous voulez. Donc voilà pour ce thème-là. Et donc la Banque centrale européenne s'exprime aussi dans ce contexte-là. On l'a surveillé beaucoup parce qu'on attendait de voir si elle allait un petit peu rebondir sur les propos des membres de la Fed récemment, si elle allait rebondir sur les chiffres d'inflation aux États-Unis. Et donc elle a quand même fait la part des choses. Elle a bien segmenté les choses, cloisonné les choses. Elle a dit qu'effectivement, l'économie européenne n'était pas l'économie américaine, que la nature de l'inflation en Europe n'était pas tout à fait la même qu'aux États-Unis, et que donc la situation européenne ne devait pas être assimilée à la situation américaine. Donc elle a quand même montré, elle l'a dit d'ailleurs, que la BCE ne dépendait pas de la politique de la Fed. Donc là-dessus, le message a été reçu, a été assez clair. Cependant, il y a quand même eu, à la fin de son intervention, quelques rapports au pétrole notamment. Et ça, c'est des choses dont les membres de la Fed ont parlé. Le gaz européen rebondit également ces derniers jours. Les prix du gaz en Europe rebondissent un petit peu sur les marchés spot. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a aussi évoqué le terme bumps. Un bump, c'est une bosse. Ce terme que Jérôme Powell et d'autres membres de la Fed ont repris pour justement s'interroger sur la nature du mouvement actuel sur l'inflation américaine. Est-ce que c'est juste une bosse, un petit rebond, une petite stagnation avant rechute ou pas? Et donc, Christine Lagarde, voilà, elle explique que, non pas qu'elle considère que l'inflation va rebondir, ce n'est pas le propos, mais elle emploie des termes qui ont été également repris par des membres de la Fed et par Jérôme Powell lui-même. Le mot bumps, c'est un mot qui est ressorti déjà dans d'autres discours du côté de la Fed. Et donc, Christine Lagarde expliquait aussi que le scénario était celui d'un petit peu d'une stagnation de l'inflation quelque temps aussi, d'une phase un peu latérale, un peu de fluctuation de l'inflation. Donc, vous voyez, on a quand même des thématiques qui se rapprochent quand même un petit peu de la partie américaine, mais pour autant, effectivement, on a eu des progrès sur l'inflation significatifs en France, en Allemagne, dans plusieurs pays européens récemment. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même situation qu'aux États-Unis. Mais on n'a pas non plus, elle n'a pas non plus ouvert la porte à une baisse séquencée, vous voyez, très régulière de taux qui arriverait dans les mois à venir. Mais le mois de juin, en tout cas, reste toujours possible, probable, j'ai envie de dire, même pour la première baisse de taux de la part de la BCE, alors que ce n'est pas le cas pour la Fed. Et d'ailleurs, beaucoup de banques, de banques américaines, européennes, ont révisé leurs anticipations par rapport aux premières baisses de taux de la Fed. Désormais, elles ne voient plus le mois de juin que le premier mois. Certaines voient le mois de juillet, d'autres voient le mois de septembre. Donc oui, les révisions sont en train d'être opérées du côté des grandes banques sur leur scénario par rapport à la Fed. Rapidement, du côté de la Chine, des chiffres un peu décevants cette semaine sur la balance commerciale chinoise. Autant le mois précédent, ça avait été très positif, rebond fort des exportations et des importations, on en avait d'ailleurs parlé. Ce mois-ci, c'est pas le cas, c'est l'inverse. Un rebond marqué, plus de 7% de baisse des exportations et les importations également, un signe qu'on regarde toujours par rapport à la demande intérieure, à la petite consommation, aussi dans le rouge, un repli plus important que prévu des importations. Donc voilà, des données assez moyennes cette semaine malheureusement sur la Chine. Voilà ce qu'on peut dire cette semaine. Et puis donc une dernière donnée que sont les prix à la production aux États-Unis, on les surveillait. Sur la partie sous-jacente, ça rebondit plus fortement que prévu. Sur la partie globale, ça rebondit un peu moins fortement que prévu. Et donc voilà, les marchés sont toujours très actifs par rapport à ces données, notamment. Et voilà donc ce qu'il faut retenir pour l'actualité de cette semaine. Rapidement pour la semaine prochaine, on attend lundi donc les
Vente au détail aux États-Unis. Mardi, journée assez chargée. On aura dans la nuit de lundi à mardi des données sur la Chine, production industrielle, vente au détail et investissement, notamment en ce qui concerne le secteur immobilier. Donc, données évidemment importantes à surveiller de près pour la Chine. On aura ensuite le ZIU, c'est-à-dire le sentiment économique en Allemagne. On aura l'inflation au Canada également, pour ceux qui traitent attention les paires de devises, incluant le dollar canadien ou les actifs canadiens. On aura les chiffres d'inflation pour le Canada. On aura mardi après-midi les chiffres sur l'immobilier américain, permis de construire et mise en chantier, ainsi que des données sur la production industrielle américaine. Mercredi, ce seront les chiffres d'inflation au Royaume-Uni. Attention donc à la livre et aux actifs libellés en livres sterling. L'inflation britannique sera communiquée. On aura également pas mal de speakers de la Fed qui vont s'exprimer à nouveau mercredi, et beaucoup d'entre eux, beaucoup, vont s'exprimer entre mercredi et jeudi. Jeudi, de très nombreux speakers vont également parler. Donc attention, mercredi et jeudi, pas mal de déclarations encore de membres de la Fed. Et puis des chiffres aussi classiques, hebdomadaires, que sont les inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on va suivre. Elles étaient faibles cette semaine, donc ce qui est un signe que l'emploi américain résiste bien. Et puis on aura aussi jeudi prochain des chiffres sur les ventes de logements existants, donc là aussi sur l'immobilier aux États-Unis. On finira la semaine vendredi avec les ventes au détail au Royaume-Uni. Très bonne semaine à tous. Il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine, je serai en congé. Retour des podcasts dans 15 jours.